Le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu successivement ce 18 septembre une délégation de l'entreprise chargée de relancer le chantier de construction de l'aéroport international de Djermaya. Aussi, il s'est entretenu avec l'administrateur représentant le Tchad au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. L'état d'urgence n'est nullement synonyme de violation des droits humains, mais une situation exceptionnelle imposant des restrictions de liberté encadrées par la loi, s'exprimant ainsi le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mamad Zine, à l'endroit des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités au Tchad. Des tonnes de médicaments pour approvisionner 4 hôpitaux à grande affluence en Djamena, c'est le don de l'ONG Relief Islamique à suivre dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Je le disais en titre que le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu ce 18 septembre une délégation chinoise l'entreprise Camsi, l'équipe conduite par Liu Shengsheng accompagnée de quelques ministres ont remis au chef de l'État les résultats des travaux menés par les techniciens en vue de la relance du projet de construction de l'aéroport international de Djermaya. Djibril Noualwali. Le projet de construction de l'aéroport de Djermaya est désormais sur les rails. Tous les aspects techniques et financiers nécessaires à une prochaine reprise des travaux ont été portés à la connaissance du président de la République, Idriss Déby Itno, au cours de cette audience. Les détails soumis au chef de l'État sont les conclusions des travaux des techniciens des deux parties consécutives à une réunion de la veille présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. La nouvelle offre prend en compte des impératifs comme la rentabilité et la sûreté suivant l'esprit du redimensionnement du projet, souligne le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, Mohamed Tahir Rozi. Ça a été fait, les deux délégations se sont entendues pour afin de donner un chronogramme pour le début des processus afin de finaliser ou de commencer l'aéroport de Djermaya. Ce matin, nous sommes venus restituer les travaux de nos techniciens au chef de l'État afin de lui présenter le chronogramme, lui rendre compte de nos travaux. Et il était très satisfait, très content et nous allons poursuivre nos ateliers afin de finaliser ce projet pour la réalisation de l'aéroport de Djermaya. Aller très vite au concret, tel est le credo qui anime également l'entreprise Camsi. Les modifications apportées, à en croire Liu Shengsheng, ne changent en rien tout ce qui a été accompli initialement dans ce cadre. L'objectif principal de cette réunion est de pousser le projet à entrer en vigueur. Le résultat, c'était très bon. On a abouti à un résultat commun et après ça, on va faire notre effort pour pousser le projet. L'approbation des nouvelles propositions et les détails qu'elles renferment ouvrent la porte à un redémarrage rapide des travaux au bout desquels sortira des terres le nouvel aéroport de Djermaya aux dimensions et normes internationales. Restons toujours au palais présidentiel où le chef de l'État Idriss Déby Itno s'est aussi entretenu ce mercredi avec l'administrateur représentant le Tchad au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale, Jean-Claude Tchatchouang. Le partenariat Tchad-Banque mondiale était au centre des discussions. Saboura Douniakani. En visite au Tchad du 14 au 18 septembre 2019, l'administrateur représentant le Tchad au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale, Jean-Claude Tchatchouang, s'est entretenu avec le président de la République, Idriss Déby Itno, sur le capital humain et environnement des affaires au Tchad. Cette visite s'inscrit dans le cadre global des prises de contact et des concertations avec les autorités tchadiennes et les partenaires au développement basés au Tchad. Une visite de terrain en vue de permettre aussi à l'administrateur d'échanger avec les bénéficiaires des projets financés par la Banque mondiale au Tchad, figure dans l'agenda du représentant du Tchad au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. Nous avons évoqué avec le chef de l'État l'état de cette coopération
quels sont vraiment les moyens que nous pouvons prendre pour pouvoir renforcer cette coopération-là. Pour rappel, l'économiste Jean-Claude Tchatchouang est un expert comptable agréé en Virginie en 2000. Il est nommé administrateur du groupe Banque mondiale Afrique 2 en octobre 2018. Auparavant, il occupait différents postes, notamment administrateur suppléant. Outre le Tchad, Jean-Claude Tchatchouang est représentant de 22 autres pays au conseil d'administration. Après la présidence de la République, la même délégation de la Banque mondiale s'est rendue au ministère de l'économie et de la planification du développement. Jean-Claude Tchatchouang et le ministre Issa Doubragne ont échangé sur l'appui budgétaire de la Banque mondiale pour le développement du Tchad. Varelach. Arrivé au Tchad pour suivre les activités de la Banque mondiale sur le terrain, l'administrateur du groupe de la Banque mondiale, Jean-Claude Tchatchouang, est reçu en audience par le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubragne, par ailleurs gouverneur pour le Tchad à la Banque mondiale. Entre les deux personnalités, les discussions ont porté sur plusieurs points, notamment la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et le Tchad. Jean-Claude Tchatchouang à sa sortie d'audience. Je suis ici pour les missions de consultation, pour toucher du doigt un peu les réalités sur le terrain, discuter aussi avec les autorités et avoir leurs orientations pour pouvoir mener à bien les représentations que je fais à Washington. Certains secteurs sont indispensables pour la redynamisation des activités de la Banque mondiale au Tchad. Donc, nos discussions ont porté beaucoup plus sur la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et le Tchad. Et nous avons évoqué essentiellement 4 points. Comment on peut augmenter le portefeuille de la Banque mondiale. Nous avons déjà un portefeuille qui a pratiquement doublé au cours des 3 prochaines années, mais on peut encore faire plus pour diversifier l'économie ici au Tchad. La question des infrastructures et de l'énergie en particulier est essentielle. Et nous avons discuté ensemble comment la Banque mondiale peut aider le Tchad pour augmenter l'accès à l'électricité et aussi permettre aux entreprises, n'est-ce pas, de se développer avec, disons, une offre d'énergie suffisante. Nous voulons appuyer le gouvernement tchadien dans ses efforts de réforme et ces questions-là, nous les avons discutées également avec le ministre, comment faire en sorte que l'appui budgétaire arrive à temps pour pouvoir justement aider le gouvernement à continuer ces réformes. Après le ministère de l'économie et de la planification du développement, l'agenda de l'administrateur auprès de la Banque mondiale prévoit des séries de rencontres avec les personnalités du pays dans le cadre des interventions de cette institution pour le développement du pays. L'actualité ce mercredi est également marquée par la déclaration du ministre des Affaires étrangères. Le ministre Chérif Mahamad Zen s'est adressé aux ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et consulaires accrédités au Tchad. La déclaration porte sur l'état d'urgence décrété dans 3 provinces du pays ainsi que le progrès sécuritaire enregistré et la tenue des élections législatives. Je vous propose de l'écouter. Le gouvernement s'est engagé devant la représentation nationale à mener les opérations de sécurité dans les zones touchées par l'état d'urgence dans un cadre strictement légal. L'état d'urgence n'est nullement synonyme de violation des droits humains, mais une situation exceptionnelle, imposant des restrictions de liberté encadrées par la loi. Les forces de défense et de sécurité déployées à cet effet sont sous la haute surveillance des autorités administratives des provinces concernées. Aussi, le gouvernement tient-il à rassurer l'opinion nationale et internationale que l'état d'urgence n'est nullement une occasion pour compromettre l'état de droit dans notre pays. Aucun effort ne sera épargné pour que cette situation d'exception se déroule dans le respect des lois de la République. Aucune action arbitraire portant atteinte aux droits et libertés des citoyens ne sera tolérée. Le chef de l'État en personne y veille. De même, voudrais-je rappeler que Son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a donné des gages supplémentaires pour que cette mesure d'exception n'entrave pas le processus électoral.
la crainte légitime de l'interdiction des réunions publiques sera traitée avec toute l'attention requise. Des conditions optimales de sécurité et de transparence seront créées pour que les acteurs en compétition fassent valoir leur programme et les candidats puissent battre campagne en toute liberté et en toute sécurité. Parlant justement des élections législatives, le ministre Chérif Mahamad Zein a dit que le processus est très avancé. Il demande par conséquent aux partenaires bilatéraux et multilatéraux d'apporter au Tchad un appui conséquent pour organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Suivez une fois de plus le ministre Chérif Mahamad Zein. Les avancées enregistrées sur le chemin des élections, malgré les innombrables difficultés, grâce à l'implication personnelle du chef de l'État au moment opportun et décisif pour décrisper le climat et proposer des éléments consensuels, sont à apprécier à juste titre, comme l'a fait le 12 septembre dernier le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale lors de sa visite à N'Djamena. Dans cette séquence terminale du processus, le gouvernement, par ma voix, tient à vous rassurer et à travers vous, vos pays et organisations respectifs, que le processus électoral en cours est irréversible. Il réaffirme également son engagement à tout mettre en œuvre pour que les élections législatives à venir se tiennent à l'échéance prévue. Pour tenir cet engagement, le gouvernement invite l'opposition politique qui, pour diverses raisons et par divers subterfuges, cherche à décrédibiliser et à retarder le processus, à s'y engager de bonne foi pour le conduire ensemble à son terme. Dans cette perspective, le Tchad attend un appui conséquent et multiforme de tous ses partenaires bilatéraux et multilatéraux pour organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, et les remercie d'avance pour leur aimable disponibilité à accompagner le gouvernement. Rendez-vous à prendre avec le programme de Télé Tchad à suivre l'intégralité de cette déclaration juste après ce journal-là. Et on en vient au troisième titre de ce journal. L'ONG Relief Islamique, par l'entremise du ministère de la Santé publique, a remis des lots de médicaments à quelques hôpitaux de la capitale. La cérémonie a été présidée par le chef du département, Mahamoud Youssouf Khayal. Haram Abdelkhader. Cet important don composé essentiellement des médicaments est l'œuvre de l'association Relève Islamique destinée pour approvisionner 4 formations sanitaires de la capitale. Il s'agit de l'hôpital de référence nationale, l'hôpital de la Renaissance, celui d'amitié Tchad-Chine et l'hôpital de la mère et de l'enfant. L'acte qui vient d'être posé par cette organisation humanitaire atteste ses multiples actions en faveur de la population tchadienne, précise le représentant des Relèves islamiques au Tchad. Pour lui, son organisation est disposée à accompagner toutes les actions du gouvernement tchadien en matière de la santé publique. Le ministre de la Santé publique salue l'acte de l'association Relève islamique qui, selon lui, cadre parfaitement avec la politique des plus hautes autorités axée sur la santé publique. Nous voulons, à travers le manque de médicaments, de consommables, faire un geste directement aux hôpitaux nationaux, surtout les 4. Nous vous avons invité aujourd'hui pour vous dire que le ministère vous offre au moins, au minimum, 1 tonne 300 à 1 tonne 500 de médicaments d'urgence. Il y a à peine 2 semaines, nous avons fait un don de plus de 12 tonnes aux zones où il y a eu des catastrophes de l'inondation. Je voudrais aussi vous informer que nous avons posé le problème de la police sanitaire. Ça a passé au Conseil des ministres et ça a été adopté. Une fois le décret créant la police sanitaire sort, nous allons affronter les médicaments de la rue.
Bon à savoir, le don offert par l'organisation Relève Islamique a un coût global de 95 millions de nos francs. Autre aspect de l'actualité à Amtiman dans le Salamat, dans le cadre de la lutte contre le braconnage, 3 présumés braconniers opérant dans le parc national de Zakouma ont été appréhendés et présentés aux autorités locales. On en parle avec Abdelbanat Mohamed. Ils sont au total 7 braconniers à avoir fait leur incursion dans la zone du parc national des Akouma pour détruire la faune qui bénéficie d'une protection accrue instaurée par le gouvernement tchadien et ses partenaires. Selon le délégué provincial de l'environnement, Yacoub Abakar Sali, ces braconniers ont fait leur pénétration dans la zone du parc national des Akouma depuis le début du mois de juillet par l'est du département d'Aboudéa. Le 10 septembre 2019, les agents de protection ont mis la main sur 3 d'entre eux et les 4 ont pris fuite. Parmi les 7 braconniers, 2 sont des Soudanais qui ont quitté la localité de Amdokhon pour venir commettre des troubles dans le parc des Akouma en complicité avec 5 Tchadiens habitants de la zone périphérique des Akouma. 2 armes à feu, dont une appartenant au leader du groupe qui est soudanais, ont été aussi saisies. Ils ont tiré 5 biballes et avaient un sac de viande et 2 téléphones portables en leur possession. Le gouverneur du Salamat, Wedding Assi Asui, déclare que depuis plus de 5 ans, aucun coup de feu n'a été entendu au parc des Akouma. L'État a mis les moyens nécessaires pour protéger ces joyaux. Cependant, ces braconniers ont profité de la saison de pluie où les animaux quittent un peu loin pour commettre ces forfaits. Wedding Assi Asui précise que d'autres actions seront faites dans ce sens et ces braconniers seront transférés à la maison d'arrêt de Korotoro. Dans le bar El Ghazel, les éléments de force de sécurité ont mis la main sur un groupe de personnes qui perturbent la quiétude des paisibles citoyens. Arrêtés, ils ont été également présentés aux autorités locales. Ahmad Daladou. À l'espace de 2 semaines, 2 groupes de malfrats sont tombés dans le filet des forces de défense et de sécurité de la province du Bar El Ghazal. L'un, la semaine dernière, opéra dans la zone de Michimiri et l'autre aujourd'hui dans la sous-préfecture de Moussoro. Pour ce qui est de Moussoro, ils sont 4 malfrats, dont 2 font l'opération pour braquer des motos et 2 complices pour vendre, sont tous arrêtés par les éléments de la police nationale de la dite province. Le commissaire central, premier adjoint de Moussoro, Saleh Ousmane Djamous, précise que ces malfrats ont été retrouvés dans la zone de Hadjar Lamis. D'autres enquêtes sont en cours pour démanteler le réseau, a ajouté le commissaire. Pour le secrétaire général de la province du Bar El Ghazal, Ali Youssef Kella, après avoir remercié les forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis, a en séance tenante mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Le procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Moussoro, Adilman Bachar, a déclaré que ces malfrats seront jugés et condamnés conformément à la loi. Parlons à présent de la formation des forces, des agents des forces de l'ordre et de sécurité sur des modules de respect des droits humains et on en parle avec Adef Ahmad Benrama. Ayant ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme et souscrit à plusieurs instruments juridiques sous-régionaux et internationaux en la matière, le Tchad se doit d'honorer ses engagements. La session des formations à l'intention des responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que les praticiens du droit, notamment des commissariats, des brigades et maisons d'arrêt, répond à cet impératif. Ils auront à se familiariser avec les notions de la Convention sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Cette session de formation qui vous est adressée afin de voir ensemble la question ô combien de fois très sensible de la torture qui est prohibée complètement dans notre pays et qui doit donc nous interpeller tous à tous les niveaux afin qu'on puisse lutter efficacement contre ces phénomènes. L'Office du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est sensible à la question des tortures. La torture produit sur les victimes des douleurs et des souffrances inacceptables, intolérables et indignes à toute considération due à l'espèce humaine. Le gouvernement, par le biais du ministère de la Justice chargé des droits humains, fait de cette question son souci majeur. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures aussi bien législatives que réglementaires
en vue de réprimer, d'interdire et ou d'éradiquer la torture au Tchad. L'Office du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme salue l'excellence des relations de coopération avec le Tchad, qu'il la souhaite pérenne et fructueuse. Après la rentrée administrative, les pensées sont orientées vers la rentrée des classes fixée officiellement pour le 1er octobre. Dans 2 semaines donc, les élèves vont reprendre le chemin de l'école. Qu'est-ce qui se fait concrètement dans les établissements pour attendre cette date? Nakour Barka a fait un tour dans quelques établissements de la capitale. Nous sommes dans l'enceinte du lycée technique commercial. Ici, tout comme dans la plupart des établissements que nous avons visités, les herbes et les eaux stagnantes dominent les cours des établissements. Et dans les intendances, les inscriptions sont timides. Malgré ces désagréments qui laissent place au doute, le responsable de l'établissement est optimiste pour la rentrée scolaire qui se pointe à l'horizon. Et nous avons déjà, si vous voyez devant moi, ce sont les emplois de temps que je suis en train de signer. Et nous avons même fixé la rencontre avec les professeurs pour les remises officielles des emplois du temps à la fin de cette semaine-là. Donc les enseignants vont avoir quelques jours pour préparer leurs cours. Et nous allons ensemble dégager les objectifs. Pour les parents d'élèves, nous avons déjà fait la rencontre avec eux depuis hier. Ça nous a permis maintenant de fixer les modalités pour les inscriptions. Et c'est pour cette raison que les inscriptions ont commencé aujourd'hui. Au lycée Ibrahim Mamad Itno, notre descente a coïncidé avec une réunion administrative. Une réunion au cours de laquelle des décisions importantes sont prises pour inverser la tendance, car le décor est toujours le même. C'était de répartir les tâches. En fait, c'est vrai, la rentrée annoncée tout récemment par les ministres de l'Éducation nationale et de la promotion civique, nous avons pris bonne note. Et là, nous nous sommes réunis pour d'abord, dans un premier temps, chercher à désherber, à couper les herbes. Parce que nous avons annoncé le désherbage pour demain. Et tout est fin prêt parce qu'on a la sentinelle est là pour faire le travail. Et je pense que à ce niveau, il n'y a pas de problème. Nous avons évoqué aussi avec les enseignants les problèmes de répartition des emplois du temps. C'est déjà fin prêt, tout est fin prêt. Reste seulement à leur remettre l'emploi du temps. Chacun aura son emploi du temps d'ici avant la rentrée. Effectivement, pour les préparatifs de la rentrée scolaire, les établissements privés font eux aussi de leur mieux pour que les cours démarrent le 1er octobre. Nous avons aussitôt lancé la rentrée administrative. Elle a été effective. Tout le personnel administratif était en place. Donc chez nous, la rentrée administrative a bel et bien eu lieu conformément au calendrier ministériel. Les parents viennent massivement pour faire les inscriptions, prendre les informations, déposer également les dossiers pour les nouveaux élèves. Les dispositions sont prises donc, dès le mardi 1er et mardi 2 octobre, la rentrée sera effective chez nous. Même si certaines conditions semblent être loin d'être réunies, cela n'empêche aux parents d'inscrire leurs enfants et aux élèves de préparer leur cartable pour que le 1er octobre, la rentrée scolaire soit effective. Cependant, la réussite scolaire des enfants ne dépend pas uniquement de l'État, mais aussi des parents, tandis que les deux sont complémentaires. Merci Nakour. Les responsables du ministère de la Communication ont validé cet après-midi au siège de l'ONAMA la maquette budgétaire du dit ministère, un document exigé par la CEMAC à travers le ministère des Finances et du Budget dans le cadre d'harmonisation des gestions publiques et des États membres, une cérémonie qui a vu la présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le point avec la Tchagbe Pabame Désiré. Désormais, chaque pays membre de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, est soumis aux nouvelles exigences en matière de cadrage macroéconomique. Il s'agit de l'harmonisation des gestions des finances publiques des différents ministères des États membres. En outre, il est question de clarifier la gestion des ressources, savoir comment les obtenir et surtout comment les gérer. C'est un exercice qui s'avère capital pour une bonne gouvernance. Et c'est dans ce cadre que les responsables du ministère de la Communication sont soumis à cet exercice. Pour le ministre de la Communication, le Tchad, respectueux des engagements internationaux, ne peut ignorer les directives de la CEMAC dont il est membre fondateur. Au niveau de la sous-région, il a été élaboré un cadre harmonisé de gestion des finances publiques en zone CEMAC.
Je crois que même si beaucoup ne le savent pas, certains financiers parmi nous ont souvenance de ce document-là. Et le Tchad, qui est membre de la CEMAC, a adopté ce cadre harmonisé de gestion des finances publiques au niveau de la zone CEMAC. Malheureusement, dans son applicabilité, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de contingences qui sont entrées et qui ne nous ont pas permis de l'appliquer effectivement. Au niveau de la sous-région, le Tchad a été interpellé et donc cela a suscité la réaction du chef de l'État qui a écrit une circulaire à l'attention de tous les membres du gouvernement et des directions techniques pour qu'ils se conforment aux normes, aux dispositions de ces textes régissant désormais tous les pays membres de la CEMAC. À l'issue de cet atelier, la maquette budgétaire du ministère de la Communication a été validée par les participants. Un document qui obéit aux normes requises, telles que recommandées par le ministère des Finances et exigées par la CEMAC. Ouverture ce matin à Kélo, dans la Tandjilé, d'une session de formation organisée par la Hama à l'intention des responsables des médias de la zone méridionale du pays sur la visibilité économique et financière des entreprises de presse au Tchad. Le point avec Abakar Betel. Ayant constaté d'innombrables contraintes et défis qui limitent le plein épanouissement de la presse, outil indispensable de communication au service de la promotion de la démocratie et de la paix au Tchad, la haute autorité des médias et audiovisuels a décidé de renforcer les capacités de ses organes dans le domaine de la gestion économique, financière et organisationnelle. Manquement énuméré par le président de la Hama, Dieudonné Dionabay, dans son discours de circonstance. La presse tchadienne, je le disais, dans son ensemble, souffre d'un mal. Un mal qui s'appelle la mauvaise gouvernance. Elle se caractérise par un manque d'une vision stratégique. À cela, il faut ajouter une absence totale d'organisation administrative et de management, l'inexistence des services de comptabilité, de marketing et commercial. Enfin, notre constat est que la plupart des radios, dites associatives ou communautaires, appartiennent à des individus. Et cela induit comme conséquence une gestion personnalisée. Le directeur est multifonctionnel, journaliste, comptable, démarche commerciale, il est tout. La radio se résume dans la poche du directeur. Pour guérir ce mal, la quarantaine des participants aura à se familiariser avec des outils tels que l'élaboration d'un cadre plan stratégique d'une entreprise, les techniques essentielles de management des équipes de travail et la gestion commerciale et financière. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de la Tandjilé, Ngarboudjim Médor Jacob, a salué cette session de formation offerte par la Hama aux femmes et hommes des médias dans l'optique de les rendre plus performants. C'est pourquoi, a-t-il ajouté, que seule une formation de qualité comme celle-ci peut permettre aux journalistes d'être mieux armés pour faire leur travail de façon professionnelle. Notons que cette session de formation, qui sera animée par 3 éminents experts tchadiens, durera 3 jours. Sortie médiatique ce mercredi de la présidente du Conseil de l'Ordre national des architectes du Tchad. À l'occasion d'un point de presse, Hayat Abderrahim a fait mention du respect du décret 698 du 7 mai portant création et organisation de la profession d'architecte au Tchad. Extrait. Nul ne peut exercer la profession d'architecte au Tchad s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre des architectes. À cet effet, et conformément à sa mission de régulation de la profession, l'Ordre national des architectes du Tchad, par la voix de son conseil exécutif, porte à l'attention du public que dorénavant, toute personne morale ou physique qui proposera des services d'architecture à travers des médias, les réseaux sociaux, les sociétés d'architecture, les agences immobilières ou commerciales,
sans être inscrit au tableau de l'ordre s'exposera automatiquement à des poursuites judiciaires pour usurpation de titres et de fonctions conformément aux dispositions de l'article 90. De même, toute personne physique ou morale se prévalant d'images en 3 dimensions ou de projets d'autres architectes sans leur autorisation préalable ou se présentant comme étant architecte sans être inscrit au tableau de l'ordre des architectes du Tchad répondra devant les autorités judiciaires, respectivement pour usurpation des droits de propriété artistique et intellectuelle et d'usurpation de titres et de fonctions. En ce qui concerne les architectes étrangers voulant exercer au Tchad, ils ont pour obligation de s'inscrire au tableau de l'ONAT à titre individuel et sous condition d'être en association avec au moins un architecte tchadien lui-même inscrit et participant à au moins 50% de leur association. Tout à fait autre chose. À présent, à Bangor, dans le Mayo-Kébi Est, le siège provincial du MPS est en chantier. Où en est-on avec les travaux? Le secrétaire général du mouvement patriotique du salut de la province a fait une descente sur les lieux. Abdoul Keoul. Le chantier de construction du siège du conseil provincial du mouvement patriotique du salut de la ville de Bangor est exécuté à hauteur de 60%. Pour constater l'évolution des travaux, le secrétaire général provincial du MPS du Mayo-Kébi Est, Lissadi Abdelbanat Fala, à la tête d'une délégation, a fait une descente sur le terrain. La délégation a eu droit à une visite guidée dans les différents compartiments en construction. Le représentant de l'entreprise en charge des travaux, Al-Hajj Ibrahim Dangladi Garba, réitère l'engagement de son entreprise à respecter les clauses du contrat. Tout en se félicitant de l'évolution des travaux, Lissadi Abdelbanat Fala indique que ce joyau va permettre au conseil du MPS de la localité de bien mener ses activités. Nous pensons que d'ici peu de temps, le mouvement patriotique de salut aura un siège flambant tout neuf. Le MPS, c'est un grand parti rassembleur. Et ce parti mérite assez de respect. C'est pour cela que le MPS, qui aujourd'hui a son sein assez de cadres de la province du Mayo-Kébi Est, a pu bénéficier de l'appui de la société Sokjokok pour la construction de ce siège. Nous devrons déjà à partir d'aujourd'hui nous mobiliser pour pouvoir renforcer, n'est-ce pas, et appuyer l'effort de cette société pour que l'entreprise puisse finaliser dans les bonnes conditions le joyau qu'il voudrait bien donner au mouvement patriotique de salut comme cadeau pour la province du Mayo-Kébi Est. Lissadi Abdelbanat Fala a aussi exprimé sa gratitude au camarade Al-Hadji Bouba Walaïbe qui a offert gratuitement ce joyau architectural au conseil provincial du MPS du Mayo-Kébi Est. Dans la province du Moyen-Chari, les centaines d'hectares de champs sont sous l'eau suite aux grosses averses. Les producteurs sonnent l'alerte, nous explique Dieudonné Koutou. Conduite par le chef d'antenne de la NADER zone sud-est, Kabe Kanye Désiré, et de madame la déléguée au développement rural de la province du Moyen-Chari, Azé Samantete, la délégation est allée constater de visu les champs de quelques producteurs inondés par les eaux des pluies et la montée des eaux du fleuve Barko dans le canton Banda et la sous-préfecture de Danamadji. Selon le chef de canton de Banda, Masra Kourwa Nagé, c'est plus de 900 hectares des cultures exondées qui sont inondées. Quelques producteurs ont souligné qu'en 2017, il y a eu ce genre d'inondation. Mais cette année, la situation est grave. Face à cette situation, le chef d'antenne de la NADER de la zone sud-est, Kabe Kanye Désiré, s'est dit très choqué par ce désastre qui va affecter négativement les productions. Quant à la déléguée au développement rural de la province du Moyen-Chari, Madame Azé Samantete, elle a notifié que plus les grosses pluies de septembre continuent à tomber, plus les champs des pauvres producteurs s'inondent des eaux des pluies. Et cela risque d'entraîner un mauvais rendement en ce qui concerne la productivité agricole. Elle a sollicité l'intervention du gouvernement et des ONG.
Rendons-nous dans le Wadaï à Béché précisément où la caravane de sensibilisation sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, c'est à l'initiative de l'Union des femmes Abbassia. Habib Adam. Cette caravane de sensibilisation entre dans le cadre du projet d'appui aux femmes productrices d'aliments de compléments pour enfants déçus à 24 mois. Ce projet a pour objectif de prévenir la malnutrition chronique en améliorant l'accès aux aliments de complément répondant aux standards de qualité. La responsable du centre de santé Salamat, Hadja Ache Awada, a souligné que la malnutrition est parmi les premières causes de morbidité et de mortalité chez les femmes enceintes et les enfants de 0 à 59 mois. Le représentant du chef bureau PAM à Béché, Djibia Kablam, a souhaité qu'à la fin de ce projet, la malnutrition sera vaincue dans le Wadaï. Il a aussi invité les membres de l'Union du groupement des femmes Abbassia à sensibiliser leurs sœurs sur la préparation de la bouillie enrichie. La présidente de l'Union des groupements des femmes Abbassia, Zara Adoum, a précisé qu'elles mèneront leur activité de sensibilisation dans 4 centres de santé dans la ville d'Abéché. Le préfet du département de Ouara, Abakar Maïna Mohamed, a dit que cette activité entre en droite ligne de la politique du chef de l'État en matière de l'amélioration de la santé de la population tchadienne. Rappelons que la présentation d'un sketch sur les conséquences de la malnutrition et la visite de l'exposition des produits locaux par les autorités ont mis terme à la cérémonie. Les jeunes de l'association pour le développement de Majorio, nous sommes en Djamena, rejoints par les jeunes communs pour le développement, ont mis en terre des plans, site choisi, l'hôpital de Farsha Zarafa. Salila Moussa Hassan. Celui qui n'a pas planté un arbre avant de mourir a vécu inutilement. S'inspirant de cet adage, l'association pour le développement des Majorio propres a choisi l'hôpital provincial de Farsha Zaraf pour mettre en terre des plans. Cette action vise à freiner le phénomène de la désertification. Selon l'administrateur délégué auprès de la mairie du 1er arrondissement, David Durand, ce geste est un acte salutaire à encourager. D'où l'appel du secrétaire général de l'association du développement des Majorio propres à la population. J'invite les autres associations et organisations des jeunes œuvrant dans la commune du 1er arrondissement à s'inscrire dans cette logique citoyenne. Si chacun de nous plante un arbre, nous allons, Inch'Allah, faire de notre association et notre arrondissement vert en même temps lutte contre l'avancée du désert. Il faut rappeler que l'association du développement des Majorio propres a pour objectif principal l'assainissement de sa commune. En religion, parlons de cette conférence internationale sur les avocats des enfants afin de continuer à l'œuvre auprès de cette composante de la société. Nguyen Bengueri. Cette conférence vise à outiller les serviteurs de Dieu sur les principes spirituels de l'enfant chrétien. Mieux apprendre aux serviteurs les techniques de communication de la foi aux adolescents, d'où le concept 4-14 qui veut dire les enfants dont l'âge est compris entre 4 à 14 ans. Les enfants sont un héritage de Dieu qu'il nous donne. Une bénédiction de l'Éternel pour le pays. Un pays sans jeunesse est un pays qui va disparaître un jour. Nous rendons grâce à Dieu, notre Père, qui a donné au Tchad des jeunes qui constituent la majeure partie de la population, dont les enfants âgés de 4 à 14 ans. Nous voulons mobiliser les parents, les éducateurs, à être sensibles à eux pour s'investir dans leur vie et donner ce qui est nécessaire pour faire d'eux des responsables de demain. La jeunesse est au cœur des préoccupations de la société tchadienne et les ententes des églises et missions évangéliques du Tchad entendent apporter leur contribution afin de relever les défis du développement.
à suivre donc ce message. Suivez donc ce message de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès des États-Unis d'Amérique, Gali Goté Koutou, au président de la République Idriss Déby Itno. En voici la teneur. C'est avec une grande consternation et une vive émotion que j'ai appris le décès du président Lol Mahamat Choua, survenu le 15 septembre 2019 en N'Djamena. Une fois de plus, la mort vient d'arracher à notre communauté nationale un homme de grande valeur et une des figures emblématiques de l'histoire politique du Tchad. Le président Lol était pour beaucoup d'entre nous un repère de fraternité et de solidarité, un modèle de droiture et de travail, un artisan de l'unité nationale et de la paix. S'il est vrai que toute vie humaine tire inexorablement vers sa fin, il y a lieu de retenir que le président Lol Mahamat Choua a su bien colorier la sienne des couleurs de patriotisme, de dignité et de sagesse qui forcent l'admiration de tous. Il a su donner le meilleur de lui-même au service de notre pays. Le Tchad, aujourd'hui, il n'est plus. La mort nous privera à jamais de sa présence et de sa précieuse contribution. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je tiens à adresser au nom des communautés tchadiennes des États-Unis d'Amérique, de Cuba, du Mexique et du Venezuela, et à mon nom personnel, nos condoléances les plus attristées à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, au gouvernement et au peuple tchadien, aux militants du RDP et à sa famille. Cet autre message de l'ambassadeur représentant permanent, Amat Makaila. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès de l'ancien président Lol Mahamat Choua, survenu ce dimanche 15 septembre 2019 en N'Djamena. Dans ces douloureuses circonstances, au nom de la communauté tchadienne de Suisse, du personnel de l'ambassade, mission permanente du Tchad à Genève, et à mon nom personnel, je vous présente, Excellence, à vous-même, à tous les proches du défunt et à l'ensemble de la communauté nationale, nos condoléances les plus émues, qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde sa miséricorde et l'accueille en son vaste paradis. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que ce sera le retour. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, les assurances renouvelées de ma très haute considération et l'expression de mes sentiments respectueux et dévoués. Ce message de condoléances de l'ambassadeur Mokhtar Wawa Dahab, c'est avec tristesse et douleur que j'ai appris le décès de l'ancien président Feu Lol Mahamat Choua à l'âge de 80 ans, survenu en N'Djamena le dimanche 15 septembre 2019. Il a contribué au développement de la démocratie dans notre pays. C'était un homme de conviction qui a pu impulser sa vision d'ancien chef d'État, des députés et de chefs de parti, une expérience riche qui a marqué des générations en cette pénible circonstance. Je vous présente à vous, au peuple tchadien et à la famille du défunt, en mon nom propre et au nom de l'ensemble du personnel de l'ambassade de la République du Tchad en Algérie et en Tunisie, nos condoléances les plus attristées. Que Dieu le Tout-Puissant l'accueille dans son vaste paradis. De Dieu nous venons et à lui nous retournons. Le gouverneur de la province du Ouadaï Ramadan Erdoubou, Abdeldaïm Abdallah Ousmane, premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Ismaïl Adirdir Mahadi, président national du parti PRS, Maria Mahamat Nour, présidente du CONAF Tchad, Amat Kardayo Hissène, gouverneur de la province de l'Enedi Est, Ramadji Florent Indita, secrétaire général du parti MUR, Bangar Benjamin, secrétaire du parti général MDST, Mahamat Nour Moustabchir, président du parti CONAPO, Bar Hassan Guéro, préfet du département du Chari, Hawa Gamane, secrétaire national de l'OF-MPS, Majimbaï Kondimbaï, préfet du département de Mondelam, Abdoulaye Djibrine Idriss, secrétaire général du département de Mondelam, Abakar Moussa Azami, chef de canton Bira,
Saleh Abakar Abderrahman, président directeur général du groupe Wadi Kundi, Brahim Jamal Matar, chef de canton Toudoura, Amat Babakan, inspecteur départemental de l'éducation du sud de Kanem, Fatime Amat Mahamad, secrétaire général du MPS du 5e arrondissement, Samafou Baba Babikir, le président RDPST, Baba Haroun Dominguer, secrétaire conseil régional du MPS du Bénin, Mahamat Elmadi Abderrahman, président de l'AJPD-ET, Tahir Abderrahman Hagar, sultan de Dar Zahawa, Al-Hajj Amat Aman, chef du canton Sorki, Jamous Bichara Béchir, secrétaire général MPS, bureau du Maroc, Aboubakar Djibril Aboubakar, gouverneur de la province du Chari-Bagirmi, Dr Khadija Hassabala, secrétaire général UIFM Tchad, Yaya Dungus, président national MNRT, Madani Mahamat Omar, président du parti Lingui, Mamissou Malé, maire de la commune du 6e arrondissement, les ressortissants tchadiens vivant dans le département de Jologon et Chari au Cameroun, Brahim Ben Seid, président de la CLTT, Hamid Tahir Suleiman, sous-préfet de Bebalem. Tous présentent leurs condoléances au président de la République et à la famille de l'ancien président Lol Mahamat Choua. Remerciements au président de la République, la grande famille et les enfants de l'ancien président Lol Mahamat Choua remercient très vivement du fond de cœur le président de la République, chef du gouvernement Idriss Déby Itno, pour avoir apporté son soutien multiforme lors du décès de l'inhumation de leur cher père. Qu'Allah le Tout-Puissant accorde sa miséricorde et rende les bienfaits au centuple. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme vous le savez, le gouvernement de la République du Tchad, face à des graves conflits intercommunautaires mettant à mal la cohésion nationale et le vivre ensemble, a été amené à instaurer l'état d'urgence dans les provinces du Wadaï et Sila à l'est et du Tibesti au nord du pays. Cette mesure, quasi unanimement approuvée et prorogée par la représentation nationale, commence déjà à porter ses premiers fruits. En effet, les populations civiles des zones concernées ont décidé, dans leur majorité, de rendre les armes détenues illégalement aux autorités compétentes locales et se sont engagées à vivre en paix. Le ramassage des armes par les forces de défense et de sécurité se poursuit dans le respect des textes instituant l'état d'urgence, contrairement aux allégations tendancieuses véhiculées à dessein. Comme vous pouvez le constater, l'instauration de l'état d'urgence dans ces provinces procède uniquement de la volonté du gouvernement, d'une part, de renforcer la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique entre les populations des zones frontalières concernées et d'autre part, de lutter efficacement contre la menace terroriste et le trafic transfrontalier illicite des armes, de drogue et d'êtres humains. Le gouvernement s'est engagé devant la représentation nationale à mener les opérations de sécurité dans les zones touchées par l'état d'urgence dans un cadre strictement légal.
L'état d'urgence n'est nullement synonyme de violation des droits humains, mais une situation exceptionnelle, imposant des restrictions de liberté encadrées par la loi. Les forces de défense et de sécurité déployées à cet effet sont sous la haute surveillance des autorités administratives des provinces concernées. Aussi, le gouvernement tient-il à rassurer l'opinion nationale et internationale que l'état d'urgence n'est nullement une occasion pour compromettre l'état de droit dans notre pays. Aucun effort ne sera épargné pour que cette situation d'exception se déroule dans le respect des lois de la République. Aucune action arbitraire portant atteinte aux droits et libertés des citoyens ne sera tolérée. Le chef de l'État en personne y veille. De même, voudrais-je rappeler que Son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a donné des gages supplémentaires pour que cette mesure d'exception n'entrave pas le processus électoral. La crainte légitime de l'interdiction des réunions publiques sera traitée avec toute l'attention requise. Des conditions optimales de sécurité et de transparence seront créées pour que les acteurs en compétition fassent valoir leur programme et les candidats puissent battre campagne en toute liberté et en toute sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, parlant des élections législatives prévues en 2019, vous aurez aussi remarqué que depuis quelque temps, le rythme de progression vers l'organisation de ces élections s'est accéléré, entraînant du coup de la surchauffe politique. Naturellement, les états-majors politiques montent les enchères et visent le meilleur positionnement politique à la veille des échéances électorales. Malheureusement, dans leurs calculs, certains se perdent et réclament à la fois une chose et son contraire en versant dans une désinformation systématique. Quoi qu'on en dise, il n'est pas superflu de rappeler que les efforts conjoints du gouvernement, du cadre national de dialogue politique et de l'Assemblée nationale ont permis d'enregistrer d'importants progrès aussi bien dans la mise en place du cadre juridique que dans le préparatif de la tenue des élections législatives. En outre, le gouvernement a consenti d'importants efforts pour donner les moyens de travail au CNDP et à la CENI dont la mise en place a été retardée à cause d'un dialogue extrêmement difficile au sein de l'opposition. Il revient à présent aux organes en charge des élections d'accélérer davantage ces processus en se focalisant notamment sur l'établissement de la cartographie électorale, la révision des listes électorales et le chronogramme. De même, le président de la République, lors de sa dernière rencontre avec les membres de la CENI et du CNDP, a réitéré sa totale disponibilité à concéder à nombre de réclamations de l'opposition. Qu'il s'agisse du mode du scrutin des législatives ou de la caution exigée pour les candidatures à la présidentielle, le chef de l'État a souscrit à l'idée de revenir à la proposition de rétablissement des dispositions contenues dans le précédent code électoral. Mieux, dans le souci de tenir les élections dans le temps imparti, il a adhéré à l'idée de réviser les dispositions relatives au délai de convocation du corps électoral. Les avancées enregistrées sur le chemin des élections, malgré les innombrables difficultés, grâce à l'implication personnelle du chef de l'État au moment opportun et décisif pour décrisper le climat et proposer des éléments consensuels, sont à apprécier à juste titre, comme l'a fait le 12 septembre dernier le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale lors de sa visite à N'Djamena. Dans cette séquence terminale du processus,
Le gouvernement, par ma voix, tient à vous rassurer et à travers vous, vos pays et organisations respectifs, que le processus électoral en cours est irréversible. Il réaffirme également son engagement à tout mettre en œuvre pour que les élections législatives à venir se tiennent à l'échéance prévue. Pour tenir cet engagement, le gouvernement invite l'opposition politique qui, pour diverses raisons et par divers subterfuges, cherche à décrédibiliser et à retarder le processus, à s'y engager de bonne foi pour le conduire ensemble à son terme. Dans cette perspective, le Tchad attend un appui conséquent et multiforme de tous ses partenaires bilatéraux et multilatéraux pour organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, et les remercie d'avance pour leur aimable disponibilité à accompagner le gouvernement.